Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinar dédié à la fiscalité dans le Web3. Aujourd'hui, on a deux invités de marque, donc Alexandre Lourimi, qui est avocat associé chez Orwell, qui est un cabinet d'avocats leader dans tous les sujets liés au Web3, et Julien Soili, directeur fiscal de B Conseil. Pour vous donner un petit peu de contexte, B Conseil, on est une société de conseil en financement d'innovation et on accompagne les entreprises dans l'obtention de financement public. On a eu l'occasion d'accompagner pas mal d'entreprises dans le Web3 et pas mal de problématiques sont ressorties. Et du coup, on a fait la connaissance de Orwell Avocat qui nous a aidé à accompagner certains de nos clients sur divers sujets liés à la fiscalité, à l'expertise comptable et aux sujets juridiques. Voilà, donc c'est un plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire avec Orwell Avocat. Ce webinaire sera en trois parties. Donc une première partie sur la gestion fiscale dans le Web3. Ensuite, on aura un panel d'opportunités fiscales liées à l'innovation, la R&D dans le Web3. Et enfin, on terminera par une session de questions-réponses sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions aux experts présents aujourd'hui. Pendant que j'essaie de partager la présentation, j'en profite pour te remercier pour la présentation. Euh, je suis ravi de faire ça avec Béconseil, qui est expert sur les sujets de financement public et qui a développé une belle expertise dans le Web3. Je vais présenter le cabinet rapidement. Euh, En fait, j'ai cofondé un cabinet avec deux autres associés qui s'appelle Orwell Avocat, comme tu l'as dit, et, euh, et qui est spécialisé uniquement, en fait, qui est dédié à l'accompagnement de projets et d'investisseurs dans le secteur du Web3. Donc, depuis bientôt 6 ans, on accompagne des sociétés dans ce secteur et des particuliers en matière de droit bancaire et financier pour obtenir les autorisations auprès de l'autorité des marchés financiers, en matière fiscale pour sécuriser les projets en matière d'IS, de TVA et pour accompagner les investisseurs dans la sécurisation de leur situation et l'optimisation quand c'est possible. Et également en matière de contentieux, en ce moment, c'est une grosse activité du cabinet puisque quand les marchés ralentissent un peu, les gens essayent de trouver de l'argent où ils peuvent. Mais bon, là, le marché est en train de reprendre, donc c'est plutôt rassurant pour l'activité conseil. Alors pour ma part, donc je gère plus particulièrement la pratique fiscale. Et comme l'a dit Mitsuaki, en fait, le sujet aujourd'hui va porter sur la fiscalité dans le Web3 et plus particulièrement sur, sur les jeux Web3. Parce que voilà, on accompagne le Web3 maintenant, c'est une industrie assez large où on voit évoluer différents acteurs sur différentes verticales. Initialement, on a vu se développer des acteurs purement financiers, des brokers, des exchanges et tous les intermédiaires susceptibles de proposer des services financiers. Et avec l'évolution du secteur, on a vu apparaître de nouvelles technologies, de nouveaux standards de tokens, comme les NFT par exemple, qui ont permis des nouveaux cas d'usage, et notamment des cas d'usage dans le secteur du jeu vidéo et dans le secteur du jeu d'argent, ou parfois dans un secteur plutôt à la frontière entre les deux. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de se concentrer sur cette verticale des jeux, euh, puisque c'est une verticale d'actualité. Elle est d'actualité pour plusieurs raisons. La première, c'est que la France a des acteurs majeurs de cette verticale. L'une des principales licornes en France, tout secteur confondu, est Sorare, donc le leader, je pense, sur les jeux Web3. Mais on a plein d'autres petits acteurs qui développent des jeux super intéressants là-dessus. Et surtout, la grosse actualité, c'est l'adoption très très prochaine d'un cadre pour réglementer l'offre au public de jeux dits Web3. Donc jeu Web3, c'est pas un terme consacré, on va revenir sur ce que ça recouvre, mais bon, c'est d'actualité puisque le gouvernement français a décidé de mettre en place un cadre juridique qui va permettre à ces jeux de se développer sereinement, en fait, avec beaucoup moins d'incertitudes que ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Et on peut penser que la création de ce cadre va aussi créer des conditions
de la création d'une nouvelle offre, un peu comme ce qu'a produit le régime PSAN en France en 2018. Aujourd'hui, en France, on a plus d'une centaine de prestataires de services sur actifs numériques enregistrés auprès de l'AMF. Euh, et c'est grâce notamment au fait que ces acteurs ont bénéficié très tôt d'une sécurité juridique. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va aborder les sujets de manière assez rapide et synthétique. Je vais commencer par contextualiser en fait en développant un peu ce cadre juridique, expliquer ce dont on parle en fait, et je poursuivrai en présentant les enjeux fiscaux qui se présentent en fait pour ce type d'acteurs et pour ce type d'offres. En gros, l'idée, ce sera de mettre en évidence tous les points à savoir pour pas voilà, prendre un contrôle et un redressement fiscal qui pourrait voilà, nuire au développement serein de l'activité. Et après avoir voilà, alerté sur ces points de vigilance et donc avoir passé cette partie un peu alarmiste, Julien de Béconseil nous présentera en fait les opportunités fiscales, puisqu'on le verra, la France est souvent décrite comme un paradis fiscal pour les boîtes tech, mais ça l'est d'autant plus pour les boîtes dans le secteur du jeu vidéo, puisque c'est un secteur que le gouvernement et le Parlement décident d'aider avec différents dispositifs. Donc par jeu Web3, déjà, comme je l'ai dit, il faut définir ce qu'on entend. Il y a des réalités assez variées. C'est assez dur de dresser une définition commune pour tous ces jeux, mais on peut identifier 3 principales caractéristiques qui, en fait, justifient ensuite toutes les questions juridiques qu'on peut avoir et les difficultés en matière fiscale. Un jeu Web3, d'abord, c'est un jeu. Forcément, c'est un service qui va offrir un certain gameplay, qui va offrir une expérience ludique, quelle qu'elle soit. Et donc là, on a encore une fois des réalités variées, puisqu'il peut s'agir d'un fantasy football comme Sora, sur un peu le modèle de ce que pourrait faire Mon Petit Gazon ou d'autres types de jeux. Ça peut être un jeu d'échecs, ça peut être un MMORPG. Donc on a vraiment tout type de jeu. On a du Sora, Immortal Game pour l'échec, on a Axie Infinity. Il y a des choses, voilà, des réalités très variées. Et la caractéristique commune est qu'on a un gameplay et une expérience ludique. Le deuxième élément important, c'est que ce sont des jeux qui contiennent en fait des objets numériques que les joueurs peuvent s'approprier. Et ça, c'est une des grandes nouveautés. C'est ce qui est permis par les jetons non fongibles notamment, puisque à l'aide de ces jetons, on peut en quelque sorte certifier, authentifier la propriété d'un objet numérique qui serait pourtant par nature duplicable à l'infini. Et ça permet du coup d'associer davantage le joueur au jeu, puisqu'il peut disposer d'objets dans le jeu, et de patrimonialiser en quelque sorte l'expérience du jeu. Sur Sora, vous avez la possibilité d'être propriétaire des cartes que vous utilisez dans le cadre du jeu, comme pour des cartes physiques. Et ça, c'est une caractéristique qui est commune à tous les jeux. Sur Dogami, vous avez la possibilité d'être propriétaire de votre chien, un peu comme vous étiez propriétaire du Tamagotchi que vous entreteniez quand vous étiez jeune, ou moins jeune. Et la troisième caractéristique, celle qui d'ailleurs en fait génère le plus de difficultés sur le plan juridique, est que ces jeux offrent l'opportunité de réaliser des gains. Donc là, j'ai décidé de les appeler jeux Web3, mais le terme play to earn est aussi souvent utilisé, même s'il peut être un peu critiqué. Mais c'est une caractéristique très importante, c'est que avec les objets numériques que les joueurs détiennent, ces derniers peuvent espérer gagner des récompenses monétisables. Donc généralement, ces récompenses, ça va être de nouveaux objets numériques du jeu, ou ça peut être aussi
d'autres cryptos, voire des expériences dans la vie réelle, peu importe. Donc c'est les trois caractéristiques qui les réunissent. Et c'est les caractéristiques qui ont posé des problématiques puisque on est, pour les autorités en tout cas, à la frontière, voire dans le cadre de la définition d'un jeu d'argent. Or, les jeux d'argent en France sont par principe prohibés et peuvent être autorisés par exception, mais aujourd'hui, aucune exception n'est adaptée en fait à ce type de jeu. Donc les autorités, c'est simple, considèrent que dans la mesure où ces jeux offrent une expérience de gain et où il est nécessaire de dépenser de l'argent pour participer, puisque généralement, pour avoir l'espoir d'obtenir un gain, il est nécessaire de disposer d'un objet du jeu vidéo. Du coup, il s'agit d'un jeu d'argent, donc ces jeux entrent dans la prohibition et n'entrant pas dans les exceptions, ils sont tout simplement prohibés. Donc cette prohibition de principe de ces jeux, en fait, a été est assez problématique pour le gouvernement qui soutient l'innovation, surtout vu le contexte en fait de marché où la France dispose de champions dans ce secteur. Et c'est pourquoi, en fait, à la suite d'une mission de l'inspection générale des finances, il a été décidé de proposer une loi au Parlement pour réglementer ces jeux. Et cette loi va être adoptée très prochainement. Euh, Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui va être autorisé par exception, ça va être les jeux donc qui offrent la possibilité d'un gain à des joueurs ayant payé pour espérer obtenir ce gain en achetant par exemple un NFT du jeu, mais seulement dans la mesure où le gain qui est offert par le jeu est un objet du jeu. Donc voilà, Sorare pourra toujours offrir des cartes à ses joueurs qui seront arrivés les premiers dans un championnat. Pareil pour tous les jeux, le critère étant que le gain doit seulement être constitué d'un objet du jeu, d'un objet émis par l'opérateur de jeu. Donc on a un champ d'application qui est relativement souple, qui impose en fait de développer une vraie expérience du jeu, parce que sinon aucun joueur ne serait prêt à payer pour acheter un objet d'un jeu qui n'a aucun intérêt, et qui est assez léger finalement par rapport à ce qu'on impose à des opérateurs de jeux d'argent classiques, puisque pour être autorisé à fournir ce jeu, il suffit de faire une déclaration auprès de l'autorité nationale des jeux et de se mettre quand même en conformité avec un certain nombre de dispositifs, notamment à appliquer des mesures de lutte contre le blanchiment, mettre en place des dispositifs pour prévenir en fait l'accès au jeu par les mineurs, enfin des dispositifs qui restent quand même de bon sens et qui sont sans commune mesure avec ce qu'on impose aux jeux d'argent en ligne. Donc après avoir rappelé en fait ces éléments de contexte qui expliquent pourquoi on en parle aujourd'hui et pourquoi ça pourrait devenir des sujets importants, je vais revenir sur les principales difficultés en matière fiscale que peuvent rencontrer ces opérateurs. Ce type de jeu, en fait, se décompose finalement, enfin, fournissent finalement trois types d'activités principales qui présentent chacune certaines difficultés sur le plan fiscal à prendre en compte et à anticiper. D'abord, une activité de vente de NFT. On l'a dit, les objets associés au jeu matérialisés par des NFT sont vendus aux joueurs qui peuvent en devenir propriétaires. Dans un second temps, il propose un jeu dans lequel on peut espérer un gain. Et dans un dernier temps, il propose généralement une marketplace sur laquelle les joueurs peuvent s'échanger les objets du jeu qu'ils ont acquis auprès de l'opérateur. Et pour chacune de ces activités, on a certains questionnements. Sur le côté vente de NFT, on a des questionnements qui sont assez communs à toutes les entreprises qui accepteront en paiement des actifs numériques, puisque généralement les NFT sont vendus par les opérateurs contre des cryptos. Et ces questionnements sont en matière d'impôt sur les sociétés et en matière de taxe sur la valeur ajoutée. En matière d'impôt sur les sociétés, il faut retenir que un jeu comme un cabinet d'avocats, comme n'importe qui accepte des paiements en crypto, doit constater un produit imposable en valorisant les cryptos reçus en paiement à la date de leur réception.
Donc, si le jeu ou si moi, je vends une consultation fiscale pour un Bitcoin aujourd'hui, le Bitcoin valant autour de 40 000 euros, je vais devoir, ce serait une belle consultation fiscale, je vais devoir constater un produit à hauteur de 40 000 euros. Il faut avoir en tête également que contrairement au régime fiscal des particuliers, les sociétés doivent constater une plus-value ou une moins-value à chaque cession d'actifs numériques détenus dans leur bilan, quelle que soit la cause, quelle que soit la contrepartie. Donc, si cette crypto est vendue contre une autre crypto, si cette crypto est vendue contre une monnaie en cours légal, ou si cette crypto est utilisée en paiement d'un prestataire, la société va être tenue de valoriser la valeur de cession, de la comparer à sa valeur d'acquisition et de constater en fonction soit une charge, soit un produit financier. Et donc, mon Bitcoin que j'ai acquis à 40 000 euros, en constatant un produit de 40 000 euros, si je le vends 45 000 euros, compte du stablecoin ou compte de l'euro, je vais devoir constater en plus un produit financier de 5 000 euros. Et la dernière chose à avoir en tête, c'est le traitement à la clôture, euh, pour tenir compte de la différence de valeur entre le moment où j'ai inscrit cette crypto à mon bilan et le moment où je clôture mon exercice. En principe, et là il y a encore des zones d'ombre et les services fiscaux répondent différemment, en principe, à la clôture, les plus-values latentes ne doivent pas être fiscalisées. Donc, si mon Bitcoin que j'ai acquis 40 000 euros vaut 60 000 euros, les 20 000 euros de plus-value latente, puisqu'elle n'est pas réalisée, cette plus-value, ne doivent pas être soumis à l'IS. En revanche, si mon Bitcoin vaut plus que 15 000 euros, alors que j'ai constaté un produit de 40 000 au moment de l'acquisition, la question de constituer une provision pour éviter d'être imposé sur le delta de 25 000 euros qui a disparu entre-temps se pose clairement. C'est pas quelque chose de droit. La déductibilité de ce type de provision n'est pas acquise, mais elle peut être justifiée dans certains cas. Donc ça, c'est pour l'IS. Et en matière de TVA, les contraintes sont encore plus importantes puisque au moment de mon encaissement, je vais appliquer de la TVA dans les conditions de droit commun. Donc encore une fois, si j'en fais un encaissement à 40 000 euros et que je suis assujetti à la TVA, sur ces 40 000 euros, je vais avoir 20% de TVA. Et ce qui me restera hors taxe, ce sera 32 000 euros de tête, même si c'est pas tout à fait exact. Et je vais générer une obligation de verser 8 000 euros de TVA. Et là, contrairement à l'IS où on a potentiellement la possibilité de déduire une provision à la clôture d'exercice, ici, cette assiette ne bouge pas. Donc, si je décide de garder mon Bitcoin et que la TVA, je dois la payer 6 mois plus tard, si au moment de la payer, mon Bitcoin ne vaut plus que 15 000 euros, les 8 000 euros de TVA que j'ai générés au moment de l'encaissement resteront dus. Donc, sur ces 15 000 euros de valeur de Bitcoin, je devrais quand même payer 8 000 euros. Donc, c'est assez important en matière de TVA d'anticiper la TVA collectée pour bien gérer ses flux et son exposition aux cryptos qui ont été encaissés. En matière de TVA, il y a d'autres questions qui se posent, notamment la détermination du taux, mais je vais passer dessus assez rapidement. Il faut garder en tête que le taux de principe, c'est 20%, et que le taux applicable aux œuvres d'art qu'on lit souvent quand il s'agit de NFT est jamais applicable en matière de TVA, puisqu'il ne s'applique pas aux œuvres numériques, et qu'un taux de 10% peut être appliqué dans certains cas quand on considère que ce qui est vendu, quand la représentation du NFT constitue une œuvre de l'esprit, c'est-à-dire une création originale vendue par son auteur. Donc sur le taux, pour un jeu, ce sera généralement 20%. Par contre, un des enjeux importants, c'est l'enjeu de la territorialité, puisque ce type de NFT peut souvent être qualifié de service fourni par voie électronique. Et dans ces cas-là, on n'applique plus la TVA du lieu du prestataire, mais on applique la TVA du lieu de l'acheteur. Ce qui peut être très avantageux, puisque quand l'acheteur est hors de l'Union européenne, euh, on n'applique pas de TVA tout simplement. Donc la marge augmente, puisque généralement la TVA ne peut pas être répercutée sur les joueurs dans ce type de jeu. Et la grosse difficulté dans ces cas-là, c'est d'être en mesure d'identifier le lieu de l'acheteur, puisque jusqu'à présent, jusqu'à ce que Jonium entre en vigueur, il n'y avait pas d'obligation très claire d'identifier les joueurs, et dans la mesure où c'est une contrainte d'identifier les joueurs autant pour les joueurs que pour les opérateurs, personne ne le faisait, et donc la difficulté c'était de savoir en fait où se trouvaient les joueurs pour appliquer le bon taux de TVA. Voilà pour la partie en fait vente de NFT.
J'ai pas développé de slide sur la partie en fait jeu parce on est contraint par le temps, mais il faut avoir en tête que un des débats qui s'est posé dans le cadre de l'adoption de la loi Jonum est le débat sur la fiscalité, puisque les opérateurs de jeux d'argent en ligne classiques supportent une fiscalité supplémentaire par rapport à des sociétés traditionnelles. En gros, ils ont des taxes sur le montant des mises de leurs joueurs qui aboutissent à un taux d'imposition effectif de près de 50% du bénéfice comparé aux 25% d'impôt sur les sociétés applicables aux sociétés classiques. Donc ces jeux plaidaient, enfin les opérateurs de jeux d'argent plaidaient pour des taxes équivalentes pour les jeux, Web3. Évidemment, c'est pas le choix qui a été fait par le gouvernement, puisque l'idée de créer ce régime est aussi de soutenir le développement d'un secteur, et le soutenir en imposant un taux de 50% sur les bénéfices, c'est un peu contradictoire. Euh, donc voilà pour ça. Et enfin, donc la dernière activité importante qui est fournie par les jeux Web3 est l'activité de marketplace, et c'est une activité qui fiscalement est assez risquée si elle n'est pas bien maîtrisée. Puisque depuis quelque temps, on a une présomption d'opacité qui s'applique aux plateformes qui permettent l'échange de services fournis par voie électronique. Ça paraît un peu barbare, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que une plateforme qui met en relation des acheteurs et des vendeurs de services fournis par voie électronique, et on a vu que la vente de NFT pouvait être qualifiée de service fourni par voie électronique, est présumée être un acheteur-revendeur. Donc en fait, on considère que ce n'est pas une transaction entre l'acheteur et le vendeur, on considère que le vendeur vend son NFT à la plateforme et la plateforme vend le NFT à l'acheteur. Et les conséquences en matière de TVA sont super importantes, puisque du coup, on considère que le responsable de la collecte de la TVA, si l'intermédiaire est opaque, est la plateforme. Donc cette présomption d'opacité, elle doit être combattue, et elle peut être combattue assez simplement par la rédaction de conditions générales assez claires sur le fait que la plateforme n'intervient pas dans la relation entre acheteur et vendeur, mais elle est irréfragable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la renverser si la plateforme autorise les transactions, c'est-à-dire qu'elle est consultée à chaque transaction, ou alors si elle fixe les conditions générales de cette transaction. Pour une plateforme sur laquelle s'échangent des NFT d'un jeu vidéo, ça va être par exemple si la plateforme fixe un prix minimum de vente des NFT. Dans ce cas-là, ce sera compliqué de renverser cette présomption et la plateforme sera redevable de la TVA sur la totalité des volumes de transactions sur sa marketplace. Donc ça, c'est un point super important à anticiper. Et le deuxième point important, c'est que l'activité de marketplace supporte aujourd'hui des obligations de reporting qui peuvent être de différentes natures. Aujourd'hui, ce qu'on a déjà en vigueur, c'est une obligation de reporter à l'administration fiscale toutes les transactions réalisées par un résident fiscal français, toutes les ventes de biens ou services réalisées par un investisseur, par un résident fiscal français. Donc, en principe, une plateforme doit dire, que ce soit Airbnb ou une marketplace de NFT, doit dire au fisc chaque année, ben, Alexandre Lourimi a vendu pour 6 600 € de NFT sur ma plateforme. Ça, c'est une obligation générale pour les plateformes de biens et de services. Et très prochainement, on va avoir une obligation de reporting qui va s'appliquer aux plateformes d'échange d'actifs numériques. Donc là, il y aura on aura peut-être deux régimes qui vont un peu se superposer, puisque dans le cadre de ces obligations de reporting, en fait, certains NFT peuvent rentrer dans la définition d'actifs numériques. Donc il y aura des arbitrages à faire, mais une chose est sûre, c'est que les plateformes auront toujours l'obligation de déclarer à l'administration chaque année les transactions, le volume de transactions réalisées par leurs utilisateurs, sous peine de sanctions qui sont assez importantes, puisque celle en vigueur aujourd'hui, elle est d'un montant de 5% du volume non déclaré. Donc si des utilisateurs français ont vendu pour 1 million d'euros de NFT sur la plateforme, et que ce n'est pas déclaré, la plateforme pourra être condamnée à une pénalité de 5% de ce montant. Donc voilà pour la partie en fait concernant les opérateurs. Concernant les joueurs, maintenant, on a aussi quelques difficultés sur le traitement fiscal des gains qui sont susceptibles d'obtenir. Il faut garder en tête que ces gains,
on l'a dit, sont des jeux associés, sont nécessairement des jeux associés aux jeux vidéo. Donc, dans la plupart des cas, c'est pas une condition fixée par la loi, mais dans la plupart des cas, il s'agira d'objets numériques euh, dont la propriété est certifiée par un NFT et dont la qualification pourra probablement entrer dans celle d'actifs numériques. Ça, c'est un point qui va évoluer à ce niveau-là. Les dispositions fiscales vont évoluer, mais aujourd'hui, en tout cas, ces gains, ce type de récompense entre plutôt dans la définition d'actifs numériques. Et ça crée des difficultés, notamment puisque ça génère des frictions entre les modalités d'imposition du gain en tant que tel et l'application du régime des cessions d'actifs numériques. Sur le gain en tant que tel, euh, le principe est que un gain de jeu est généralement non imposable. On considère qu'il ne s'agit pas d'un revenu, c'est pas une source de profit, c'est pas quelque chose qui peut constituer un revenu récurrent. Et donc, c'est une des rares exceptions, mais ce type de gain n'est pas imposable en France. L'exemple le plus typique est celui du gain au loto ou du gain aux courses, quoi. Ce principe, il s'écarte quand la pratique du jeu permet de réduire l'aléa et permet d'augmenter les chances et la fréquence des gains. Dans ce cas-là, on considère qu'on n'est plus sur quelque chose d'aléatoire, sur un revenu qui tombe du ciel de manière fortuite, mais on considère qu'on est vraiment dans la pratique d'une réelle activité qui va pouvoir être regardée comme une source de profit. Et l'exemple le plus commun, c'est celui du poker, aussi celui du bridge, où voilà, on sait que la chance peut être considérablement réduite par la pratique. Et donc les joueurs professionnels de poker génèrent des gains qui sont imposables à l'impôt sur le revenu. Ça, c'est pour la partie gain, mais une fois qu'on a un gain, en fait, si c'est un gain en actif numérique, il va falloir concilier ce qu'on vient de dire avec l'application du régime des cessions d'actifs numériques. Puisque aujourd'hui, le régime des cessions d'actifs numériques qui s'applique aux particuliers prévoit une imposition des actifs numériques qu'au moment de leur cession, contre autre chose que des actifs numériques, donc principalement qu'au moment de la cession contre une monnaie ayant cours légal. Et il prévoit un calcul de la plus-value ou de la moins-value imposable en cas de cession qui s'effectue au niveau du portefeuille total et pas actif par actif. Donc si j'ai gagné un Bitcoin à 40 000 euros, mais que j'ai d'autres cryptos en plus-value par ailleurs, et que je cède immédiatement mon Bitcoin pour 40 000 euros, on pourrait penser que je ne génère pas de plus-value puisque j'ai obtenu mon Bitcoin à 40 000 euros, il n'est pas imposable, je le revends à 40 000 euros à la même valeur, donc je ne génère pas de gain. Mais en réalité, je peux générer de l'imposition puisque le régime des cessions d'actifs numériques impose de calculer la plus-value à l'échelle du portefeuille global du portefeuille. Donc si j'ai à côté des cryptos qui sont en plus-value latente, le fait de vendre mon Bitcoin immédiatement va générer l'imposition d'une fraction de ces plus-values latentes. Donc ça, c'est un point super important à garder en tête. C'est un des défauts principaux du régime des actifs numériques. Et cette friction, on la retrouve pour tous les revenus, en fait, autant pour les gains de jeu que pour les revenus de staking, c'est aussi d'actualité. Et donc, pour éviter que le gain soit imposé deux fois, il faut prendre soin de bien mettre à jour le prix d'acquisition de son portefeuille et garder un œil sur les plus-values latentes qu'on dispose par ailleurs sur ces cryptos. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez bref et synthétique pour laisser le temps à Julien de présenter des choses un peu plus réjouissantes, c'est-à-dire les leviers fiscaux à disposition de ce type de jeu en France. Juste le temps de partager la présentation et on va pouvoir donc débuter effectivement. Merci
Merci Alexandre pour cette présentation et en effet on va rentrer dans des choses un petit peu plus réjouissantes tout simplement parce que c'est une manière de valoriser en réalité vos actifs mais surtout on va comme on l'a indiqué se focaliser donc sur le jeu vidéo. Alors on va commencer par le dispositif j'ai envie de dire le plus intéressant. Mais avant, rapidement, vous présenter les différents types de leviers. On a la réduction d'impôt qui permet de diminuer l'impôt. On a l'exonération d'impôt qui permet de ne pas payer d'impôt. Et puis, on a le taux réduit, c'est-à-dire que sur une assiette d'imposition, eh bien, on va appliquer un taux différent, sachant que, pour faire simple, au niveau de l'impôt sur les sociétés, on est à 25%. Donc j'attaque d'emblée avec les crédits d'impôt et on va d'abord faire celui le plus connu qui est le crédit d'impôt en faveur de la recherche qui se distingue en réalité en deux catégories, le CIR et le C2I. C'est le même crédit d'impôt mais par facilité et par mesure de compréhension, c'est plus simple de les nommer ainsi. Alors, le crédit d'impôt, comme je l'ai dit, il vient en déduction de l'impôt et donc on a, selon les situations, la possibilité ou pas de récupérer du cash. Donc si en effet votre impôt sur les sociétés est inférieur au crédit d'impôt que vous allez constater, vous allez d'abord l'imputer, le diminuer, le retrancher de l'impôt sur les sociétés et la différence, vous récupérez le cash. Donc, tout simplement, si vous ne payez pas d'impôt sur les sociétés, eh bien vous récupérez l'intégralité du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt se transforme en créance. Voilà, ça c'est important déjà à voir d'emblée et bien voir dans quel cadre on se positionne. Alors finalement, le crédit d'impôt recherche, j'ai dit c'est deux sous-ensembles, un ensemble sur la R&D, un ensemble sur l'innovation. La R&D, c'est quelque chose d'un peu plus complexe à appréhender que l'innovation, c'est pas si complexe que ça en a l'air. Il faut d'abord démontrer à l'administration que l'on réalise un saut technologique, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe dans la communauté scientifique et est-ce qu'on est en mesure de réaliser les travaux à l'appui des connaissances. Donc pour cela, il faut naturellement faire un état de l'art pour faire un état des lieux des connaissances qui sont disponibles. Ensuite, on va déterminer quel est le verrou, quel est le saut technologique que l'on va faire pour réaliser les travaux. Voilà. Une fois qu'on a l'état de l'art, le verrou, on va mettre en place une démarche scientifique qui va nous permettre d'obtenir une amélioration substantielle et de capitaliser, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte que n'importe qui dans la communauté scientifique puisse utiliser le fruit des travaux. Alors, je ne vais pas dans le détail de toutes les recherches fondamentales appliquées, puisque en général, on est plutôt sur le développement expérimental. Donc ça, c'est la partie recherche et développement. Vous voyez qu'il est un petit peu plus complexe à mettre en place que l'innovation, parce que l'innovation, on va se positionner sur un marché et on va simplement regarder si on met sur ce marché précisément le produit pour la première fois et que ce produit apporte des améliorations significatives des performances sur le plan technique, fonctionnel, ergonomique ou d'éco-conception. Voilà, donc là on est simplement, j'ai envie de dire, sur un nouveau produit. Donc voilà la distinction rapide, simple entre la R&D et l'innovation. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir valoriser? Alors dans les deux cas, que ce soit sur le CIR et les C2I, on va avoir à peu près ces 5 typologies de dépenses. On a toujours les investissements matériels, humains. On peut faire appel à des tiers. On peut également valoriser les frais de défense et les frais de prise, défense et maintenance des brevets, et puis de la veille technologique. Alors au niveau des investissements matériels, on va reprendre ce qu'on appelle les dotations aux amortissements. Pour faire simple, c'est l'amortissement auquel le législateur, le législateur a décidé d'ajouter 75%. Donc vous avez une dotation de 1000, eh bien vous rajoutez 75%, vous rajoutez 750 euros, ce qui fait 1750 au final que vous allez pouvoir mettre dans l'assiette. Donc tous ces éléments-là, tous les ronds que vous avez à l'écran, c'est l'assiette, c'est tout ce qu'on met dans le pot commun avant d'appliquer le taux qui est prévu. Au niveau des moyens humains, c'est toutes les personnes qui vont participer, c'est les salariés, mais pas uniquement. Ça peut être des personnels mis à disposition, des travailleurs non salariés comme les dirigeants par exemple, ça peut être des stagiaires. Voilà, donc tous les moyens humains, on va prendre en compte le salaire brut chargé et on va appliquer, là encore, des frais de fonctionnement à hauteur de 43% uniquement pour le CIR. Si on est dans la situation du C2I, on prend juste le salaire brut chargé. Si on est dans le CIR, on ajoute
43%. Vous voyez que c'est quand même des montants qui sont assez intéressants, même une seule personne valorisée. Quand on prend le brut chargé et qu'on rajoute 43% lorsqu'on est en situation de R&D, ça commence à devenir très intéressant. On peut également faire appel aux prestataires. Donc, si vous avez un développeur qui va vous aider à développer votre produit, eh bien, et donc que vous avez une facture d'une autre entreprise, vous pouvez la valoriser à condition, et là c'est très important, vous devez vérifier que votre prestataire soit bien agréé par le ministère de la Recherche ou de la Direction générale des entreprises. Donc ça, c'est un petit réflexe à avoir. Je fais appel à un prestataire, je veux bénéficier du CIR C2I, je vérifie qu'il est bien agréé. Donc je prends en compte la facture et la facture, je la mets dans le pot commun. Tout ce qui est brevet, la veille technologique, elle va être limitée à 60 000 euros. Voilà. Alors, je n'ai pas mis les dépenses de normalisation parce qu'elles sont plutôt marginales. Une fois qu'on a toutes ces dépenses, on calcule les dépenses, on les ajoute, on applique le taux de 30% et on obtient le montant du crédit impôt recherche. Et on fait la même chose pour le crédit impôt innovation, sauf que au niveau des dépenses de personnel, on n'ajoute pas les 43%. Voilà. C'est très facile à déclarer, donc vous le déposez l'année suivant l'exploitation, hein, vous avez des dépenses qui sont engagées en 2023, vous allez déposer en 2024, en même temps que votre relevé de solde, hein, la déclaration 2572, donc 15 mai 2024, vous allez déclarer votre crédit d'impôt recherche et votre crédit d'impôt innovation. Donc vous voyez que le montant est quand même assez important et donc ça s'applique très simplement aux jeux vidéo. Dans le cadre du jeu vidéo, Alexandre a beaucoup fait référence notamment aux NFT. On peut aussi avoir de l'intelligence artificielle. On a plein de domaines scientifiques qui font appel à de la R&D et puis naturellement de l'innovation. Donc en termes de jeux vidéo, on peut tout à fait bénéficier du crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. Alors le jeu vidéo est très intéressant parce que finalement, vous allez le voir, c'est un petit peu le combo gagnant. On peut bénéficier de l'ensemble de ces dispositifs. L'autre dispositif, plus naturel, j'ai envie de dire, le crédit d'impôt spécifique aux jeux vidéo. Alors, dans ce cadre-là, effectivement, il faut être un studio de développement et assurer une réalisation artistique, et initier et engager des dépenses pour la création d'un jeu vidéo. Alors, l'aspect créatif du jeu vidéo et l'innovation technologique que vous avez à l'écran vont être pris en compte par des critères. Vous devez remplir un certain nombre de points et si vous avez suffisamment de points, votre jeu vidéo est considéré comme suffisamment créatif. Il faut que votre jeu vidéo soit destiné à la commercialisation effective, c'est-à-dire qu'en cours de route, il ne faut pas vous dire bon bah là du coup j'arrête, j'ai pas assez de fonds. Il faut vraiment faire les démarches pour bénéficier du crédit d'impôt jeux vidéo dès l'instant où vous êtes absolument certain que vous allez aller vers une commercialisation effective. Et le projet doit être supérieur à 100 000 euros. Donc là, c'est un petit peu le point de départ. Voilà, j'ai un jeu vidéo, il doit être suffisamment innovant, suffisamment créatif. Évidemment, on exclut la violence et il doit être destiné à une commercialisation. Alors le jeu vidéo, c'est un petit peu différent du dispositif que j'ai indiqué précédemment, donc le crédit impôt recherche, crédit impôt innovation. Vous devez obtenir au préalable un agrément provisoire. Un agrément provisoire, tant que vous n'avez pas déposé cet agrément provisoire et tant que le CNC, le Centre national de la cinématographie, n'a pas reçu votre demande d'agrément, vous ne pouvez pas valoriser les dépenses. Et puis, vous allez ensuite déposer un agrément définitif dans les 36 mois. Donc, sauf si votre jeu vidéo dépasse les 10 millions d'euros, auquel cas vous avez 5 ans, mais sinon on est sur 36 mois. Donc ça veut dire que c'est uniquement 36 mois de dépenses au maximum qui seront éligibles. Donc là encore, il faut choisir le meilleur moment pour déposer l'agrément, pour à la fois être dans les 36 mois et également bénéficier des dépenses. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la partie centrale, c'est la valorisation des dépenses. C'est ça qui va vous permettre d'avoir un intérêt et bénéficier donc du levier fiscal. Donc j'insiste beaucoup, le point de départ, c'est la valorisation, donc, c'est la demande d'agrément provisoire, c'est-à-dire il faut qu'elle soit reçue par le CNC. Et puis, de la même manière que pour l'autre crédit d'impôt recherche, vous avez un certain nombre de dépenses qui vont rentrer dans le pot commun,
Donc, on va voir les investissements matériels, les investissements humains, la rémunération. Je vais vite, hein, parce que l'idée, comme l'a dit Alexandre, hein, c'est pas d'aller dans le détail, mais de brosser le tableau pour savoir ce dont vous pouvez bénéficier. Donc, on va voir les rémunérations, évidemment, des auteurs, des scénaristes, et puis toutes les personnes qui vont intervenir, hein, on va aller de la conception jusque finalement au juriste qui va rédiger les contrats. Voilà, donc on a un panel assez large de moyens humains. On va avoir aussi des dépenses de fonctionnement, donc par rapport au crédit impôt recherche, elles ne sont pas forfaitaires, elles sont précisément définies. Et puis on peut également externaliser auprès d'un tiers avec un plafond de 2 millions d'euros. Là encore, la règle est la même, que ce soit CIR, C2I ou crédit d'impôt jeux vidéo, c'est toujours des dépenses qui sont réalisées dans l'espace économique européen. On met tout dans le pot commun, on applique là encore 30% et on obtient le montant du crédit d'impôt. Ce montant du crédit d'impôt sera limité à 3 millions d'euros par exercice. Donc voilà, deux dispositifs intéressants. Vous l'avez vu au niveau du CIR et C2I et du crédit impôt jeux vidéo, on a des personnels qui sont tout à fait différents et donc on peut tout à fait valoriser les deux types de crédit d'impôt sans valoriser deux fois la même dépense. Alors, passons maintenant à un autre dispositif qui alors juste une dernière précision, le crédit impôt innovation exclusivement pour les PME au sens communautaire. Les jeunes entreprises innovantes, en tout cas le statut jeune entreprise innovante, donc c'est un autre angle, un autre levier. Là, on est sur une exonération qui ne devra pas dépasser 200 000 euros sur 3 exercices glissants. Je précise, hein, parce qu'en matière de jeux vidéo, quand on livre un jeu vidéo, les bénéfices ont tendance à exploser. Alors, c'est quoi une jeune entreprise innovante, hein? 5 critères, il faut être une PME, avoir moins de 8 ans, réaliser au moins 15% de R&D, et c'est pour ça que des entreprises du jeu vidéo peuvent y prétendre, puisque je l'ai dit, dans le jeu vidéo, il y a des opérations de R&D, mais il faut que ces opérations de R&D soient au moins supérieures à 15% des dépenses totales. Vous devez être détenu également par des personnes physiques à hauteur de 50% et puis réaliser une activité nouvelle. Donc là, attention, un petit avertissement, c'est pas la peine de créer des filiales pour bénéficier du dispositif, hein. Il faut bien qu'il y ait une activité nouvelle au sens fiscal du terme et non pas au sens économique. Ce dispositif donc va vous permettre d'obtenir une exonération de votre premier IS constaté, un abattement de 50% pour le second, des exonérations de taxes foncières, de cotisations foncières des entreprises, si naturellement elles sont votées par les entreprises, et puis surtout des avantages sociaux, des cotisations qui sont certes plafonnées, mais qui demeurent très intéressantes. Donc voilà pour le dispositif JUI. Là encore, on le cumule uniquement si on a moins de 8 ans et si on réalise des opérations de R&D. Mais on a des entreprises qui sont effectivement dans les trois dispositifs. Pour terminer, un dispositif qui est parfois méconnu et qui est pourtant extrêmement rémunérateur, en tout cas intéressant, puisqu'il permet une économie d'impôt. Donc là, on n'est plus dans le crédit d'impôt où si on n'a pas d'impôt, on bénéficie quand même de cash. Là, on est dans un dispositif où on va payer moins d'impôts, donc ça veut dire qu'il faut déjà payer de l'impôt. Donc pour le jeu vidéo, ça veut dire qu'il faut être dans la bonne fenêtre de tir quand on est bénéficiaire. Mais encore une fois, les montants peuvent être assez importants. Donc je le dis d'emblée, on va être sur une réduction de 15% d'impôt. Donc vous voyez, hein, si vous êtes sur des revenus qui sont à hauteur déjà entre 3 et 500 000 euros, ça commence à devenir extrêmement intéressant. Donc là, on est sur une imposition à taux séparé. Donc on va extraire les revenus de la propriété intellectuelle, puisque ce dispositif concerne uniquement les revenus de la propriété intellectuelle, mais ça tombe bien, là encore, dans le jeu vidéo, on est lourdement concerné par la propriété intellectuelle. Alors, comment ça va se passer? On va d'abord regarder quels sont les actifs qui sont concernés. Alors, je ne devrais pas dire les actifs, je devrais dire les biens. Pourquoi je vais dire les biens? Parce que même si un produit de la propriété, si un bien incorporel issu de la propriété intellectuelle est immobilisable, il peut rentrer dans le dispositif. Il n'est pas nécessairement immobilisé, il faut qu'il réponde aux conditions d'immobilisation. Alors au niveau des actifs, donc des biens, on a les brevets notamment et les logiciels protégés
par les droits d'auteur. Et c'est là, j'ai restreint un petit peu la liste, hein, j'ai pas fait tout le détail parce que évidemment on a les COV, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de revenir sur les logiciels, puisque effectivement il s'agit des logiciels protégés par les droits d'auteur. On n'a pas vraiment de définition du logiciel, mais on sait que c'est le caractère d'originalité. Et puis ça tombe très bien parce que là encore, les jeux vidéo tombent sous le coup de la notion de logiciel. Donc on peut les prendre en compte. En revanche, on va exclure tout ce qui est marque, dessin et modèle. Voilà. Donc si on a une cession, concession, sous-concession d'un brevet ou d'un logiciel protégé par un logiciel protégé par les droits d'auteur, eh bien, on peut bénéficier du dispositif, hein, notamment les logiciels et les jeux vidéo, comme je l'ai dit. Donc, ça concerne les cessions, les concessions et les sous-concessions. Au niveau de la cession, c'est au sens large, hein, les apports en société, les échanges, les renonciations, etc. Au niveau de la concession, oui, c'est effectivement le droit d'utiliser donc une invention ou un logiciel, donc la cession, voire la sous-concession. Alors, ce qui va être nécessaire, justement, c'est désormais d'extraire les revenus, parce que j'ai dit la concession, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le revenu. Je l'ai dit tout à l'heure, on va extraire le revenu pour l'imposer non pas à 25%, mais à 10%. Donc, il va falloir déterminer ce qu'est un revenu de la propriété intellectuelle. Alors, le revenu, déjà, on va plutôt le voir à l'envers, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qu'on va retirer. On va retirer tout ce qui est hébergement, assistance technique, maintenance évolutive non liée aux travaux, maintenance corrective. Donc, on va d'abord isoler les bons revenus, si j'ose dire. Et puis, une fois qu'on aura isolé, et c'est là le gros travail, notamment en matière de jeux vidéo, parce que les contrats sont pas si simples, hein, c'est dans les contrats de vente, dans les contrats de concession ou lorsque on utilise des jeux vidéo, c'est pas aussi basique dans les contrats de, voilà, il y a tant de pourcents, le montant pour la propriété intellectuelle est de temps. Non, en général, c'est beaucoup plus large, donc il va falloir faire une clé de répartition. Alors la clé de répartition, elle peut être déterminée sur le prix de revient, voilà, sur des comparables, tout est possible en réalité, hein. Dès l'instant où on est capable de le justifier, eh bien, il n'y a pas de débat. Donc, on a les bons actifs, les brevets et les logiciels, on récupère via la clé de répartition les bons revenus, et maintenant, on va pouvoir déterminer effectivement notre impôt à payer. Alors, comment on va le déterminer? Eh bien, on va faire en 2 étapes. Première étape, le résultat net. Produit moins charge. Deuxième étape, on va appliquer un ratio, le ratio Nexus, et on aura notre montant imposable à 10%. Alors, j'ai parlé des revenus, maintenant on va parler des dépenses. Donc les dépenses, ce sont toutes les dépenses qui sont venues, on va dire, qui ont été nécessaires pour la réalisation de notre actif. Donc là, je ne vais pas dans le détail, mais par contre, on va, à l'inverse du CIR, on ne va pas prendre en compte les frais généraux, les terrains, les bâtiments, les dépenses de veille technologique, mais tout le reste, tout ce qui a concouru à la réalisation, eh bien, on va le prendre en compte. Donc, on va avoir un résultat net, c'est assez simple, hein. Les produits moins les charges, les produits, on les a déterminés par une clé de répartition, on a enlevé les coûts d'hébergement, la maintenance corrective, l'assistance technique, on déduit toutes les dépenses, et là, à l'inverse du crédit impôt recherche, moins on a de dépenses, mieux c'est finalement, puisque notre revenu va être plus important et donc l'avantage fiscal va être d'autant plus important, et on obtient le résultat net. À ce résultat net, donc s'il est négatif, il est déficitaire, on le reportera sur l'année suivante. S'il est positif, comme je vous l'ai dit, on applique un ratio. Le ratio, il doit refléter la part de R&D qui a été supportée directement par l'entreprise. Donc au numérateur, on va voir la totalité des dépenses depuis l'origine qui ont été engagées par l'entreprise pour la réalisation de l'actif. Et on va ajouter aussi les mêmes dépenses réalisées par des entreprises non liées. Donc si vous faites appel à un prestataire, pas besoin de l'agrément comme pour le CIR C2I, vous le mettez au numérateur. Au dénominateur, on va prendre l'intégralité des dépenses faites en interne, un prestataire lié, non lié, et les frais d'acquisition. Donc c'est là où pour le jeu vidéo, il peut y avoir un impact. Parce que si vous êtes un éditeur et que vous avez acquis le jeu vidéo avant de le revendre, vous avez acquis l'API. Et donc, ça va dégrader votre ratio Nexus. On applique 130, alors c'est pas 30%, pardon, c'est 130%. C'est juste une petite marge d'erreur auquel on a droit. Donc, le taux, il est forcément au maximum
à 100%. Donc, vous voyez, on a des bonnes et des mauvaises dépenses. Si on fait un tout en interne, c'est des bonnes dépenses. Si on fait appel à une société liée ou si on a des frais d'acquisition, qu'on est dans le cadre de l'intégration fiscale ou qu'on est dans le jeu vidéo, mais qu'on a acquis les frais de l'API auprès du studio de jeux vidéo, par exemple, là, on va dégrader. Le ratio Nexus est calculé chaque année. Chaque année, il faut le mettre à jour. Et donc, on obtient le montant que l'on va imposer. Donc ce montant qui est imposé, eh bien, on va faire un retraitement extra-comptable, on va le déduire et on va l'imposer à 10%. Si le résultat obtenu était déficitaire, eh bien, si le résultat de l'IP-Box est supérieur au résultat de droit commun, soit on constate un report en arrière de déficit, soit un report en avant, soit on peut également aller déduire ce report que l'on a constaté sur l'IP-Box. Voilà. Et puis donc pour terminer, pour laisser le temps aux questions, là aussi c'est un dispositif qui se justifie, c'est très important, la justification doit être en amont et tous les choix que l'on fait, on doit les justifier. Avant de conclure, rappeler que le dispositif est une option, on n'est pas obligé d'opter pour l'IP-Box, et donc il faut choisir le bon moment pour opter en fonction des éléments que je vous ai indiqués. Si on est déficitaire, on a du report en arrière de déficit, ou on est jeune entreprise innovante, on est exonéré d'impôts. Donc le dispositif n'est pas très intéressant. Il faut bien vérifier d'avoir les droits de l'API et identifier les revenus éligibles comme je l'ai indiqué. Voilà, donc l'idée c'était de dresser un portrait, de faire plutôt un panorama pour voir quels sont les avantages, parce qu'en matière de jeux vidéo, vous pouvez voir, comme je le disais, le combo gagnant, CIR, C2I, JEI, crédit d'impôt jeux vidéo et dispositif de l'IP Box. Bah super, merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandre pour ce panorama juridique et Julien pour ce panorama sur les opportunités fiscales. Bah on va passer effectivement à la session de questions-réponses. Donc je vais ouvrir les questions. Il me semble en avoir vu quelques-unes. Vous pouvez effectivement les poser dans l'encart en haut à droite de l'outil. Donc on a une première question, je pense qu'elle sera plus pour Alexandre. Comment être sûr qu'un gain de jeu n'est pas imposable? Alors, c'est une question essentielle, puisque les gains peuvent en plus être importants dans ce type de jeu. Malheureusement, il y a pas de possibilité d'avoir de certitude. Il faut raisonner par faisceau d'indices. L'idée, en fait, est de déterminer si on est sur des gains qui sont fortuits et qui sont pas susceptibles de se renouveler du fait des capacités du joueur. Donc, le loto, par exemple, on peut gagner plusieurs fois, mais le fait d'avoir joué des centaines de fois ne permet pas d'accroître les chances de gagner à chaque fois. Euh, à l'inverse, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur des jeux de cartes, par exemple, sur des jeux où on a une part de hasard et une part de compétence, euh, la pratique du jeu permet de réduire l'existence du hasard et permet d'augmenter les capacités de renouvellement de ce revenu, de sorte à ce qu'on puisse y voir un véritable revenu, une véritable source de profit imposable. Donc, la frontière est parfois assez compliquée parce qu'on a pas mal de jeux où on demande quand même des compétences aux utilisateurs. Euh, il faut qu'ils fassent certaines actions. Si ces actions sont bien faites, ils auront plus de chances d'obtenir des récompenses. Et dans ces jeux, on a un réel risque de caractériser une activité finalement fiscale. À l'inverse, pour des jeux où on est purement sur du fantasy football, par exemple, sur des fantasy sports, ici on est sur des prédictions et donc on n'est pas en mesure de réduire la part de hasard. Le seul moyen d'être sûr, et ça c'est un moyen qu'il faut utiliser quand les gains sont significatifs et que l'utilisation du jeu est assez fréquente, c'est l'obtention d'une prise de position formelle de l'administration fiscale sur un type de jeu donné, en décrivant très précisément les caractéristiques de ce jeu, la nature et le montant des gains. Et dans ce cas-là, on peut espérer avoir une réponse de l'administration qui lui sera opposable et qui évitera finalement de subir au moment d'un contrôle un redressement sur le montant de ses gains. Ok, bah très très clair.
Euh, on a une deuxième question, et cette fois, je pense que c'est plutôt pour Julien. Est-ce que les crédits d'impôt CIR et crédits d'impôt jeux vidéo sont cumulables? Alors, excellente question, effectivement. Oui, ils sont cumulables. Alors, ils sont cumulables. Rien ne nous interdit en effet de les cumuler. Moi, j'aurais quand même une tendance à conseiller d'être prudent dans le sens à éviter la double valorisation d'une même dépense. Mais il n'y a pas de problème parce qu'en réalité, on n'est pas allé dans le détail. Mais si on va sur le détail des dépenses, donc tout ce qui est dépenses d'innovation ou de CIR, on est vraiment sur la réalisation des opérations de R&D. Donc, si on est sur le CIR, on est sur les chercheurs, les techniciens de recherche, ceux qui vont apporter leur soutien. Si on est sur le C2I, c'est vraiment ceux qui vont développer le produit, alors que sur le jeu vidéo, la gamme est très large puisqu'on va pouvoir aller chercher par exemple des personnes qui sont plutôt administratives et financières, des personnels juridiques qu'on ne veut pas retrouver nécessairement, en tout cas pas ni dans ces proportions, ni dans ces domaines au niveau du crédit impôt jeux vidéo. On va avoir de la création musicale, par exemple, qu'on ne va pas retrouver dans le CIR C2I, la programmation. On a énormément de la modélisation, tout ce qui est l'infographisme ne va pas se retrouver dans le CIGV. Et la deuxième chose, c'est que la personne, quand elle fait de la programmation, du développement de l'outil, encore une fois, avec l'appui des suivitants, on est tout à fait en mesure de déterminer le temps passé à l'innovation et le temps passé à la conception du jeu vidéo. Et c'est là, encore une fois, une précaution supplémentaire qu'il faut avoir, hein, je l'ai dit, de bien tracer. Ça, c'est important. J'en ai parlé sur l'IP Box, mais il faut aussi également tracer sur les crédits d'impôt. Et donc, un suivi temps est très complémentaire et j'ai envie de dire fondamental pour valoriser le CIR-C2I et le crédit impôt jeux vidéo. Et vous allez le faire en toute sécurité avec ce suivi temps parce que vous allez pouvoir démontrer à l'administration, un, que vous n'avez pas valorisé deux fois la même personne et deux, que si vous avez valorisé la même personne sur les deux crédits d'impôt, bah, c'était à des moments différents et donc sur des timings totalement différents. Effectivement, on avait bien vu ces dernières années l'importance du suivi de temps pour sécuriser tous ces dispositifs, hein. C'est un peu le prix à payer, mais c'est pas cher payé pour pouvoir profiter de tous ces dispositifs. Euh, Merci. Bah, je vois qu'il n'y a pas plus de questions. Dans tous les cas, on va partager la présentation, hein, à la fin avec enfin les deux présentations combinées. Il y aura les contacts de Alexandre et de Julien, donc n'hésitez pas aussi à leur poser vos questions. Également, le webinaire sera en rediffusion et vous pourrez y avoir accès librement. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre participation, pour votre écoute. Merci beaucoup Alexandre et merci beaucoup Julien. Et c'est un plaisir. Je pense on pourra refaire ça à l'occasion régulièrement, puisque effectivement le Web3 c'est un sujet évolutif et il y a vraiment beaucoup de choses à dire à ce sujet. Merci Alexandre et Merci merci le beaucoup. cabinet Royal pour sa confiance. Merci à vous.